éliminatoire de la Coupe d'Afrique où il y avait 11 équipes. Nous étions classés 4e et nous avons participé donc à la phase finale récemment donc à Lomé où notre équipe nationale a été battue par la Côte d'Ivoire seulement par 2 points. Et la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui a pris, disons, la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, c'est vrai qu'il faut dire que nous avons des problèmes de préparation de nos équipes. Et les préparations nécessitent un certain nombre d'actions qu'il faut entreprendre, une chaîne d'actions qu'il faut entreprendre. Et dès qu'il y a une rupture dans la chaîne, ça se répercute un peu sur la préparation. Voilà ce que je voulais dire un peu à votre introduction. Et oui, effectivement, j'ai été basketteur moi aussi dans ma carrière pendant longtemps, vous l'avez dit, dans l'équipe nationale, la glorieuse équipe nationale de basket qui est vers de 70 à 80, qui a donc pu en tout cas ramener pas mal de satisfaction pour notre pays. Et rien que pour ça, je pense qu'au-delà même des résultats de l'équipe ancienne, il y a quand même un potentiel très, très important que nous avons aujourd'hui dans le domaine du basket. Nous avons plusieurs joueurs aujourd'hui qui évoluent un peu à l'étranger et qui sont donc bien vus à l'étranger, qui participent dans des clubs, qui ramènent des compétitions. Mais c'est vrai que chez nous, il y a un moment donné, on avait laissé un peu tomber les compétitions internationales pour nous orienter surtout sur les compétitions nationales, disons beaucoup plus orientées vers l'animation que vers le développement. Je commence par Khalilou. Monsieur Fall, la Mauritanie est jusqu'ici l'un des rares pays de la sous-région, que ce soit du côté maghrébin ou ouest-africain, sinon le seul pays où le basket se joue seulement à ciel ouvert. Et vous avez participé à l'élaboration de la stratégie nationale de développement du sport et des loisirs. Et dans cette stratégie, parmi les 13 projets prioritaires de cette stratégie, il y a la construction d'une salle omnisport. La stratégie, c'est 2015-2020. On est en 2019 et le basket, c'est toujours ancienne maison de jeunes, nouvelle maison de jeunes, lycée Boguet, etc. Je pense que ce projet est dans les projets du gouvernement et vous l'avez certainement entendu, le Premier ministre a annoncé la construction d'une salle omnisport. Et je dis bien omnisport parce qu'on a l'impression que cette salle n'est réservée que pour le basket. Mais elle n'est pas réservée que pour le basket. Elle est réservée aussi pour les autres sports collectifs comme le handball, le volleyball, etc. Elle peut être utilisée pour le tennis, elle peut être utilisée pour les sports de combat. Elle peut être utilisée aussi pour les spectacles culturels qui sont assez importants, donc qu'on pourrait organiser, et même pour des réunions politiques. Une salle couverte, une salle omnisport peut jouer cette fonction. En plus de toute cette fonction, je ne le souhaite pas, mais il peut arriver un jour qu'il y ait des catastrophes naturelles et que cette salle-là puisse servir d'abri provisoire pour les populations qui ont été touchées. Comme toutes les salles de sport. Voilà, comme toutes les salles de sport. Donc j'ai bon espoir en tout cas. Je pense que ce problème avait été soulevé directement par les présidents des fédérations concernées, à son Excellence Monsieur le Président de la République quand il visitait les stands des fédérations à l'occasion de la Journée nationale du sport. Et sa réaction était de dire, donc voilà, on le fera. Monsieur le Président, mais n'oubliez pas que la stratégie c'était 2015-2020, on est en 2019. Oui, vous êtes président de la Fédération de basket Mauritanie. À un certain niveau, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant, ça se fera, vous n'avez pas des informations par rapport à ça, ou bien ça reste toujours une promesse? Voilà. C'est un projet. Est-ce qu'il y a un financement qui a été acquis? Non, pas encore. Où nous en sommes là? Est-ce qu'il y a cette volonté de oui, on est en 2019. Oui, vous dites que c'est une stratégie de 2019, mais nous avons encore le temps de commencer au moins et de réaliser peut-être la salle. On peut la réaliser en un temps record. Vous savez, une salle de basket, on peut la réaliser en 1 an, 2 ans, tout dépend de la disponibilité des financements. Et une stratégie, ce n'est pas forcément parce que nous avons prévu que ça doit être réalisé dans la stratégie qu'elle doit être réalisée dans la période. Elle peut être réalisée 1 année après, 2 années après, comme tous les projets du monde. Ils peuvent connaître des retards. Mais moi, j'ai bon espoir, donc, comme je vous l'ai dit, en discutant avec les ministres de la Jeunesse et des Sports, en discutant aussi directement avec le Président de la République lui-même, je pense qu'il y a bon espoir que cette salle soit lancée dans les prochains mois. Donc, mais je ne peux pas vous dire que le financement est déjà bouclé. Non, je ne vous le dirai pas. Monsieur le Président, moi je reviens un tout petit peu en arrière par rapport à ce que vous avez dit dans votre introduction.
À votre époque, le basketball mauritanien occupait une place importante en Afrique, surtout au niveau de la sous-région. Mais aujourd'hui, nous constatons vraiment une régression notoire. Alors, cela est dû à quoi, au juste? Bon, vous savez, après l'indépendance, il y avait donc de la part de l'État un intérêt pour la pratique sportive de manière générale et puis une sorte de reconnaissance également de notre pays. Rappelez-vous, c'était au début de l'indépendance, de reconnaissance sur le plan diplomatique de notre pays à l'extérieur. Donc il fallait, le sport et les culturels, etc., étaient des facteurs qui nous permettaient d'aller un peu faire connaître notre pays à l'étranger. Donc pendant les 10 premières années après l'indépendance, je veux dire même 20 premières années après l'indépendance, notre équipe nationale de basket qui était constituée surtout de scolaires qui venaient des internats, parce que dans les établissements secondaires, il y avait des internats, l'enseignement de l'éducation physique était assuré régulièrement, et donc il y avait une crème de jeunes sportifs qui avaient été produits par le système scolaire. Et donc l'État encourageait la participation de nos équipes, particulièrement de notre équipe de basket, puisqu'il s'agit du basket, à toutes les compétitions africaines, arabes, etc., internationales qui se déroulaient dans le monde. Nous avions eu la chance d'aller en Irak, d'aller au Koweït, d'aller au Sénégal, en Gambie régulièrement. Et cette participation régulière à ces compétitions qui a fait qu'à un moment donné, on avait une très bonne équipe nationale qui était vraiment redoutée, qui avait fait de très bons résultats. Et son niveau était tellement bon que nous avons été invités par 2 fois par le Koweït, billets, argent de poche, équipement, tout totalement pris en charge par le Koweït pour nous permettre de participer à ces compétitions. J'aimerais bien citer une petite anecdote pour la première fois où on est allé au Koweït jouer pour notre pays. Vous étiez joueur. En Cité 2. Vous étiez joueur. J'étais encore membre de l'équipe nationale et capitaine pendant quelques années. Notre première arrivée à Koweït City, nous sommes allés nous défouler un peu, nous faire les jambes, comme disent les sportifs, pour la première journée au marché. Et les gens nous disaient, mais vous êtes de quel pays? Et on répondait en arabe, Mauritania. Et ils disaient, mais Mauritania fin. Donc la Mauritanie, où ça se trouve? Bien sûr, bien sûr. Bon, on a essayé d'expliquer, mais ils disaient, ouais, c'est Britannia. Ils confondaient Mauritania et Britannia. Et puis on a commencé les compétitions. Et donc il y avait un ambassadeur qui était là-bas, donc qui nous a reçus. On a commencé les compétitions. On a commencé donc à gagner. Et comme c'était des compétitions télévisées de par la chaîne koweïtienne et diffusée dans tous les pays du Golfe, eh bien, nous avions eu une grande célébrité et tout le monde téléphonait à notre ambassadeur pour dire mais vraiment vous avez une très bonne équipe, très bonne équipe. Et l'ambassadeur de dire ce que vous avez fait en 10 jours de compétition, moi ambassadeur depuis 4-5 ans, je n'ai pas pu le réaliser pour votre pays. Et cela explique qu'aujourd'hui, donc, on peut dire que le basketball mauritanien est en retard. Oui, on accuse un petit retard, c'est-à-dire que... Un petit ou un grand retard? Un grand retard, j'allais dire, pour aller dans votre sens. Cela dû au fait simplement que nous nous sommes retirés des compétitions internationales, que nous n'avons plus donc eu les moyens d'aller participer aux compétitions nationales et donc d'être constant. Si vous ne participez pas aux compétitions nationales, vous reculez. Vous reculez, ça c'est clair. Écoutez, votre rôle de journaliste, ne le faites plus pendant quelques temps. Je crois que quand vous voulez reprendre 5 ans, 10 ans après, il va falloir une petite mise à jour. Donc, et cela veut dire aussi que l'État n'appuie pas? Ah si, il n'est pas appuyé, mais pour les compétitions nationales. Mais je dis, l'aide de l'État a diminué par rapport au basket. Monsieur le Président, en fait, l'État souffre, le basket en fait souffre également des problèmes de moyens, comme vous venez de dire. En fait, subvention étatique de 1 à 3 millions d'anciens Ouguiya, c'est ça? Oui. Est-ce que vous avez d'autres sponsors ou des apports extérieurs pour vous soutenir dans vos projets? Peut-être avant. Peut-être avant, quand le général Ndiaga était là comme président de la fédération, peut-être qu'il y avait des sponsors qui aidaient le basket et qui permettaient d'organiser, de réunir tous les jeunes. Des apports extérieurs, voilà, déjà sponsors ou sponsors nationaux. Ou apports personnels? Non, des fois, il faut le reconnaître, lui-même de son argent personnel, mais surtout aussi de certains sponsors qui ont voulu accompagner notre basket. Mais nous, depuis que nous sommes installés... C'est vrai que la subvention, c'est de 1 à 3 millions d'Ouguiya? Je vous le confirme. Nous n'avons jamais dépassé, en tout cas, les 4 millions d'Ouguiya, les 4 millions nouveaux, hein, les 4 millions émerus. Anciens? Émerus. Oui, anciens Ouguiya. Depuis que je suis là. Avant effectivement, la subvention ne dépassait pas 3 millions d'Ouguiya anciens.
Mais cette année, quand je suis revenu en 2015, donc la 2016, notre première subvention était à peu près 12 millions. Mais je dis qu'elle n'a jamais dépassé 40 millions. 40 millions pour le programme, 15 millions pour le programme national, c'est-à-dire surtout le championnat national, avec les 9 équipes que nous avons pour les compétitions, pour le championnat national. Et puis le reste, c'était pour les stages et pour éventuellement la participation aux compétitions internationales. Et comme je vous ai dit, nous sommes limités en fonction des moyens à la participation à la Coupe d'Afrique des Nations de 3-3. En tout cas, rassurez-vous, notre budget n'a jamais dépassé 40 millions. Donc cela explique que l'État n'appuie pas. Ah si, il appuie, puisque... 3 millions pour le basketball mauritanien, c'est insuffisant. Pas grand-chose. Non, dites-moi que c'est insuffisant, oui, mais il n'appuie pas. C'est lui seul justement qui nous appuie jusqu'à présent. Nous n'avons pas eu de sponsor... Oui, il n'y a pas d'apport, il n'y a pas d'autre apport. Nous n'avons pas eu de sponsor de la part des entreprises, des banques, etc. en Mauritanie. Et le seul sponsor que nous avons eu jusqu'en 2018, je l'ai dit à mes collaborateurs, c'était 1 million 20 000 du FINIAP, donc de l'UNFP. Et cette année, heureusement, je pense que nous avons eu à peu près 19 millions qui ont versés par l'Union européenne pour un projet que nous allons organiser au mois de mars et en direction des jeunes adolescentes qui sont le plus souvent laissés pour compte. Alors que la loi... Les jeunes adolescentes. Les jeunes adolescentes. Oui, parce que pour certainement le basket féminin, on va y arriver. Oui, vas-y, monsieur. Oui, monsieur le Président, avec cette petite subvention de l'État et zéro sponsor, et le basket, le football par exemple, on dit ils se sont qualifiés cette année pour la première fois pour la Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez un passé. Vous êtes non seulement parti, vous êtes classé 6e. Est-ce qu'avec ces maigres moyens, est-ce qu'il est possible de développer un sport aussi important qui fait partie des 3 disciplines prioritaires fixées par le gouvernement? Est-ce que vous n'êtes pas un peu jaloux du football Absolument. qui draine tout? Ça, c'est sûr. Nous aurions souhaité aujourd'hui être comme le football. Mais il faut quand même reconnaître que le football, dans la plupart de notre pays, c'est le sport roi. Nous aurions simplement des princes, pas des rois, mais juste un petit prince. Princes. Donc l'État nous a aidés avec un accompagnement pendant ces 3 années pour le développement du basket. J'en parlerai si vous me donnez l'occasion. Nous avons mis en place un plan stratégique pour 2017-2020. Et avec peu de moyens, nous avons pu faire des choses assez intéressantes. Donc, je vous ai parlé des résultats de l'équipe 3-3. Je ne vous ai peut-être pas parlé des formations que nous avons faites pour nos officiels techniques, les entraîneurs, les arbitres, etc. Donc, on en a formé en 2018 à peu près plus d'une centaine qui ont été formés comme entraîneurs. Dans chaque région, nous sommes allés former avec un entraîneur qui a été mis à disposition justement par la FIBA, Nous avons formé donc des cadres techniques, on en a besoin. Vous ne pouvez pas développer le sport si vous n'avez pas des agents, des cadres techniques pour pouvoir le développer. C'est comme si aujourd'hui, demain, on voulait développer la santé sans médecins, sans infirmiers, etc. Donc, nous avons mis l'accent un peu sur la formation de nos ressources humaines. Parce que tout simplement, dans notre plan stratégique, l'axe numéro 2 était de renforcer les capacités des cadres techniques. Parce que si vous n'avez pas des ressources humaines bien formées, qualifiées, c'est difficile d'élever le niveau de pratique de la discipline dans le pays. Voilà, donc moi... Oui, justement par rapport à cette formation, je reprends encore un exemple sur le football, parce qu'à un moment donné, au niveau de la fédération de football, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une nouvelle équipe qui est arrivée à créer les conditions de travail avec les moyens pour tout ce personnel-là qui tournait autour du football et qui avait des compétences. Qui a donné des moyens. Et pour le basket, comment vous allez le faire? Est-ce que ces gens-là ne vont pas disparaître comme ça et s'éparpiller comme ça? Vous souffrez des problèmes de l'encadrement technique. Vous avez identifié ça parmi vos faiblesses. Comment faire pour récupérer
tous ces gens qui tournaient Le autour monde du du basket, basket. qui ont des compétences, pour leur créer les conditions de travail avec les moyens pour qu'ils puissent transmettre. On le fait bien, peut-être pas comme nous voulions, parce que notre plan stratégique, par exemple, que nous avions élaboré en 2017, prévoit à peu près 300 millions d'ouguiyas par an. Seulement 300 millions de guerres. 300 millions d'ouguiyas. C'est pas grand-chose, 300 millions. Pas grave, nous sommes optimistes, nous ne sommes pas pressés et nous disons qu'on ne peut pas tout de suite, en 4 ans, atteindre le sommet. Mais nous avons mis en place un plan de relance et ce plan de relance nous coûtait à peu près 300 millions d'ouguiyas par an. Et dans ces 300 millions, plus de 40% sont réservés à la restauration des infrastructures qui existent, à la restauration des infrastructures. Donc plus de 40% sont réservés rien que pour la restauration des infrastructures. Aujourd'hui, c'est inadmissible, par exemple, que nous puissions nous évoluer dans des terrains. Mais parlons pas pour l'instant de la salle Omnisport, parce que ça, c'est l'État qui va le faire. Mais nous, ce que nous aurions souhaité, c'est avoir un budget pour restaurer aux normes de la Fédération internationale de basket, aux normes de la Fédération de FIBA, les installations sportives que nous avons. J'ai appris à jouer, comme tant d'autres, comme plusieurs de mes collègues, à jouer sur des dalles en béton. Et je n'étais pas non plus un mauvais joueur. Et certains d'entre nous aussi étaient de très bons joueurs. Comme je vous ai dit, on a exporté dans notre pays, on a exporté des joueurs qui sont partis jouer dans les pays du Golfe, dans les pays maghrébins, en Afrique, un peu partout. Et c'est ici qu'ils ont appris à jouer au basket sur des dalles. Mais Monsieur le Président, nous sommes au XXIe siècle. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi je souhaite avoir une salle comme vous, mais je souhaite en attendant aussi avoir des terrains praticables. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a de gros efforts consentis par l'État pour la réalisation des infrastructures. Mais des gros efforts, on n'y va pas. Depuis 2011, on n'a pas l'impression que l'État fournit un effort considérable. Moi qui ai suivi l'évolution du sport de manière générale, j'étais moi-même sportif et puis après j'ai été dans l'appareil sportif mauritanien depuis, j'ai commencé à travailler en 1977 jusqu'à la fin de ma carrière. J'ai vu qu'il y a eu de gros efforts faits par lui en matière d'infrastructure, de jeunesse et de sport à partir de 2011. Mais pas pour le basket. Si, mais les stades qui sont réalisés, les terrains de basket qui sont réalisés dans les infrastructures sportives, comme le stade de Zouérat, comme le stade de Kaïdi, comme le stade, etc., n'ont pas été réalisés suivant les normes. Parce que tout simplement, l'opération a été confiée à des techniciens qui ne sont pas formés en matière qui n'ont pas la technicité qu'il faut, qui n'ont pas connaissance des normes internationales pour le basket, et ils vous tracent un terrain de basket en gardant les dimensions précises. Par exemple, un terrain de basket fait normalement 28 mètres sur 15. Et il découpe la dalle nette 28 sur 15. Donc vous n'avez même pas un espace pour faire la touche sur les deux côtés. Alors que nous qui sommes, par Ça veut exemple, dire que ça a été fait un peu n'importe où. voilà, nous qui sommes des spécialistes du sport, nous savons qu'il faut des bandes de 2 mètres autour de tous les terrains pour permettre aux joueurs de faire les remises en jeu, etc. Donc on n'a pas à avoir une dalle de 28 sur 15, mais une dalle de 32 par exemple sur 19. Ça veut dire que ça va être restauré et on va encore dépenser de l'argent pour ça. Je pense que ça va être restauré pour nous permettre de faire les compétitions. En tout cas, c'est notre vœu le plus ardent et qu'on nous donne les moyens ou qu'on donne simplement les moyens au ministère de l'Habitat ou à toute autre structure et que nous puissions surveiller l'exécution des travaux. Monsieur le Président, en fait, avant votre élection, vous, en tant que président de la Fédération, dans les milieux du basket, certains disaient qu'il ne doit pas être élu, il n'a rien fait pour le basket. En fait, vous êtes président aujourd'hui de la Fédération depuis 2015. Concrètement, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Ce que j'ai fait pendant que les gens disaient ces propos, qu'ils me reconnaissent quand même que j'ai été pendant 10 ans joueur de l'équipe nationale. Et c'est pas rien. J'ai été capitaine de l'équipe, la glorieuse équipe de basket pendant 10 ans, de 72 à 81. J'ai risqué ma santé, j'ai risqué ma vie dans des stades. J'ai risqué aussi de perturber même mes études. Et donc, vous avez donné pour votre carrière, pays. Donc j'ai donné par mon pays. En tant que joueur. J'ai fait connaître mon pays sur le plan international. L'indépendance. Et ça, c'est pas 3 fois. Ouais, Deuxièmement, puisque vous me posez la question, j'ai été quand même directeur technique de l'équipe nationale de la Fédération de basket pendant les années 80. Et
j'ai eu la chance de conduire une équipe qui a ramené à notre pays sa première médaille d'or, si je ne me trompe pas. Hein. Écoutez, bien sûr. Peut-être que je peux me tromper maintenant avec bien sûr, c'est la première médaille d'or. La première médaille d'or que nous avons eue à Tripoli lors du Festival panafricain de la jeunesse, j'étais directeur technique de l'équipe, j'avais accompagné l'équipe nationale. Ensuite, j'ai enseigné le basket, cette discipline, en tant que professeur au Centre national de formation de cadres de la jeunesse et du sport. Je l'ai enseigné donc aux élèves maîtres d'éducation physique qui sont sortis de cette école, qui à leur tour ont dispensé des cours d'éducation physique aux élèves d'une part, et puis après ont encadré même les jeunes sportifs, les jeunes basketteurs dans les clubs. Et certains d'entre eux donc, ont commencé à être de grands joueurs. À évoluer. Et pour vous dire aussi que j'ai profité un peu de ma position de directeur de sport, parce que j'ai été aussi directeur de sport, directeur national de sport pendant quelques années. J'ai été conseiller technique, j'ai été aussi chargé de mission. Et donc, de par ma position au sein du ministère de la Jeunesse et du Sport, j'ai influencé la construction, je répète, la construction d'infrastructures de basket, donc deux terrains de basket dans chaque Moukata au niveau de Nouakchott, à l'intérieur du pays, à Zouerat, à Nema, à Kifa, un peu partout dans le pays. Donc, parce que simplement, peut-être parce que j'étais basketteur et que je savais qu'on avait un potentiel, j'ai un peu influencé pour qu'on ait des infrastructures qui sont réalisées et qui sont toujours opérationnelles. Aujourd'hui, si on joue à Sabra ou si on joue à Riyad au basket, ce sont les mêmes infrastructures que nous avons laissées à partir vers l'année 1997. Et en 1999, j'ai négocié un projet avec les Japonais et j'ai installé les seuls bons et valables panneaux de basket que nous avons aujourd'hui encore, de 1999 à maintenant, et sur lesquels nous jouons au basket. C'est ceux qui sont à la maison de jeunes, à l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports. Et de par ma position aussi, j'ai fait obtenir à la fédération à l'époque les financements nécessaires à l'organisation des compétitions, donc les phases finales des compétitions qu'organisait la fédération avant que je ne vienne. Donc les financements, c'est moi qui les préparé avec le ministre de la Jeunesse et des Sports et en collaboration avec Oui, mais en tant que président de la fédération, depuis 2015. En tant que président de la fédération, donc je vous ai dit, j'ai pris 2015, j'ai commencé à travailler en 2016, j'ai organisé un premier championnat avec 12 millions. C'est inimaginable, mais j'ai organisé un championnat pendant 12 millions. Et beaucoup de gens disaient, quand je venais, voilà, le basket est mort, Youssouf n'a pas d'argent. C'est vrai que je n'en ai pas, je n'en ai toujours pas, mais j'ai des idées. Ce sont les idées qui apportent l'argent, ce sont les relations qui apportent l'argent. Et avec mes relations au ministère de la Jeunesse et des Sports, j'ai pu avoir mobilisé à peu près 12 millions, avec lequel on a fait un championnat national, avec une finale qui a été vraiment superbement bien organisée. Alors, est-ce que Fall Youssouf travaille ça? Oui, championnat. Oui, j'ai fait donc championnat régulièrement pendant 3 ans, et cette année encore, nous avons un championnat avec 76 matchs qui vont être organisés au cours de l'année. Et ce sont ces matchs-là qui permettent d'élever le niveau des joueurs. Je vous ai parlé de la formation des cadres que j'ai assurée l'an dernier avec mes collaborateurs, formation d'entraîneurs, formation d'arbitres. J'ai envoyé des cadres à l'étranger se former dans des pays étrangers. Et ce sont ces cadres-là aujourd'hui qui dirigent les équipes classées premières, les 4 ou 5 premières équipes classées premières du championnat national aujourd'hui. Donc ces gens, je les ai envoyés en formation. Et puis voilà, j'ai aussi permis en tout cas de renouer avec les compétitions internationales, comme je vous ai dit, avec le basketball 3-3 depuis 2017. En plus, nous avons eu la chance, peut-être que nous sommes l'une des rares fédérations à avoir, en dehors du football, qui a les moyens qu'il faut, mais en tout cas qui a quelques moyens, à avoir notre siège qui est notre propriété. C'est vrai que c'est voilà, ça c'est fait. Je crois que ce n'est pas rien. C'est quand même quelque chose. Et nous avons revu tous nos textes. Nous avons maintenant des statuts. Mais c'est la première fois que vous aviez un siège depuis l'indépendance? Oui, tout à fait. Tout à fait, qui nous appartient. On avait un local prêté à la Maison des Jeunes, mais aujourd'hui, je peux dire, ça, c'est la propriété c'est le siège de la fédération de basket. Alors, il y a bien des années, certaines villes comme Rosso, Kaïdi, étaient réputées
était réputé des greniers donc du basketball mauritanien. Alors aujourd'hui, ces villes ne peuvent plus présenter une bonne équipe. Tu vas avoir des problèmes avec les Boguins. Et Bogué là. Basket, Bogué là, t'as oublié Bogué. Non mais. Ah oui, ils ont perdu des meilleurs joueurs. Bogué oui, mais quand même, Rosso Keïdi. Je crois que ces équipes ont des problèmes d'encadrement. Mais elles restent toujours. Et pourtant les Rossois sont parmi. Voilà, ce que je voulais dire. De Youssouf Fall. Mais pourtant, ces équipes sont encore très compétitives. Bogué et particulièrement Bogué et Rosso sont toujours des équipes compétitives, même si elles ont des problèmes d'encadrement, il faut le reconnaître. Bogué, Rosso, et particulièrement Kaïdi, ont des problèmes d'encadrement local. Mais, je dis encore une fois, les réservoirs du basket comme Bogué, comme Rosso, etc. sont toujours actifs. Pas plus tard qu'hier, l'équipe de Rosso vient de battre l'équipe championne de Mauritanie, donc là, pour la saison passée. Et le match d'avant, d'ailleurs, c'était un match très équilibré. Bogué aussi est en train de faire de très bons résultats. Donc non, je crois que ces deux équipes-là restent encore en lice et alimentent vraiment le basketball mauritanien. Oui, Michel Fall, il y a aussi, malgré le tableau un peu beau que vous présentez, beaucoup de clubs qui se plaignent du manque de soutien de la fédération. Oui, c'est vrai que ces propos ont été diffusés au début, mais nous, comme je vous ai dit, dans le plan stratégique que nous avons élaboré, on avait 4 axes. Le premier, c'est de mettre en place une administration performante et moderne. Ce que nous avons essayé de faire en organisant des sessions de renforcement des capacités pour les clubs. Nous avons mis en place, comme je vous ai dit, le siège. Le deuxième, c'était les cadres techniques. Les cadres techniques des fédérations, des clubs, ont été formés. Nous ne formons pas pour le bureau fédéral. Quand nous formons les entraîneurs des équipes, ces entraîneurs retournent à leurs équipes et forment à l'intérieur du club les joueurs. Donc ils ne sont pas formés pour les 14 membres du comité directeur. Quand nous formons les arbitres, ce n'est pas pour nous. Quand nous faisons des textes où nous refaisons les statuts, etc., les règlements, ce n'est pas pour le comité directeur de la fédération. Ensuite, quand nous mettons à la disposition de ces clubs les équipements, les ballons, c'est nous qui les fournissons. C'est nous qui les fournissons, ces ballons. Quand nous allons voir chaque terrain de basket, nous essayons d'implanter, de mettre des poteaux de basket neufs pour que les joueurs puissent s'entraîner. Ce n'est pas pour nous que nous le faisons. Quand nous remettons, et ça je vous dis, pour le championnat national par exemple, la fédération prend en charge totalement les transports interurbains. C'est-à-dire que quand il y a une équipe par exemple de Nouakchott qui se déplace pour Zouérate, c'est nous, au niveau de la fédération, qui finançons tout. Aller-retour. Donc c'est nous qui finançons. Et même à l'intérieur du Zouérate, donc le transport urbain, c'est nous qui le finançons. Et nous donnons aussi de l'argent pour les subventions, pour une subvention pour la prise en charge des frais d'hébergement. En réalité, nous avons mis au cœur de notre stratégie. Mais de toute façon, un club, il doit avoir de l'argent. Logiquement, mais ce sont encore pour l'instant des clubs faibles. Donc la fédération est aujourd'hui de les accompagner à plus de 80%, donc pour pouvoir avoir des compétitions régulières. Et une fois maintenant que nous aurons un bon produit au niveau du basket, peut-être que les sponsors pourront nous aider. À ce moment-là, les clubs auront eux-mêmes leurs propres sponsors. En fait, Monsieur le Président, au vu des résultats aujourd'hui, est-ce que vous, en tant qu'ancien basketteur, en tant que président de la fédération, mais surtout en tant qu'ancien joueur, est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui par rapport aux prestations des joueurs mauritaniens, par rapport à leur niveau? On peut faire mieux. Le niveau de jeu progresse. Ouais, nous avons vu la finale, par exemple, de 2016, nous avons vu la finale de 2017, la finale de 2018, et je vois les matchs du championnat national de 2019, je vois qu'il y a un progrès dans le niveau technique des jeux. Le niveau technique de la finale Bogué de 2017, complètement différent du niveau technique que nous avons vu l'an dernier, et totalement différent du niveau technique actuel des joueurs. Donc il y a une progression. Mais on a encore du chemin à faire. Du chemin à faire. Par rapport au pays... oui, on a du chemin à faire.
On a du chemin. En Mauritanie, les anciens sportifs sont souvent oubliés. En tant qu'ancien sportif, avez-vous une politique sportive pour réparer les erreurs du passé? Bon, je crois que ce n'est pas une bonne chose d'oublier un peu ceux qui ont servi la nation, ceux qui ont servi cette discipline. Et je pense qu'il faut toujours soit les inviter à des cérémonies, à des matchs, c'est ce que nous faisons. Tous les anciens basketteurs sont invités à la finale du championnat national de basket, que ce soit chez les garçons, les filles, les anciens, les nouveaux, tout ce monde-là qui a déjà servi pour le basket. Je crois que nous les invitons à venir, parce que ça fait toujours plaisir de les inviter. Et nous associons aussi certains qui ont de l'expérience pour pouvoir encadrer soit des séminaires, soit nous donner des idées, soit nous donner leur avis sur telle ou telle question. Et si vous allez aujourd'hui au siège de notre fédération, vous verrez ici, dans la salle du comité directeur de la fédération, donc, où on tient nos réunions, les photos de tous ceux qui ont eu la chance de présider la fédération mauritanienne de basket, et parmi eux, nous avions eu des anciens cadres, ministres de la jeunesse. Est-ce que cette nouvelle fédération construite par l'État mauritanien ne devrait pas aujourd'hui porter le nom d'un ancien basketteur, si je peux nommer, Tagn Mbodj, qui a tout donné pour le basketball mauritanien? La fédération, non. Comme vous dites, la fédération, est-ce qu'elle doit prendre le nom de Tagn? Non. Je pense qu'il parle de la salle. La fédération, ou bien la salle. Ou bien même la salle de conférence. Pour se rappeler de ces grands noms du basketball mauritanien. La fédération appartient à la communauté. Oui, la fédération ne peut pas porter nos joueurs. Mais la salle, elle ne peut pas appartenir à quelqu'un ou le stade, ou des stades. Elle appartient à la communauté. Mais nous, ce que nous avons fait, par exemple, pour l'instant, en tenant compte de nos petits moyens, c'est de Pourtant, les stades de la capitale portent le nom d'un ancien. Oui, les stades, bien sûr. Ça. Oui, si c'est des stades. Je dis, par exemple, nous, au siège de la fédération, on a une salle de formation que nous avons dédiée à Yarahmou Fall Abdurrahman Ditatoum. Cette salle aujourd'hui, elle porte le nom de Tatoum, Abdurrahman Fall Ditatoum, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté au sport, au basketball mauritanien. Il a formé des générations et des générations de basketteurs. J'allais dire, il a formé au lycée de Rosso des générations et des générations de basketteurs. Non, de cadres, qui aujourd'hui sont devenus des cadres et qui aujourd'hui occupent des fonctions assez importantes, pas simplement des baskets, parce il enseignait l'éducation physique. Oui, il fait du volley, du foot, des mathématiques, comme les autres métiers. C'est un grand sportif. Et aujourd'hui, certains d'entre eux sont ministres. Je pense même que certains... Il y en a même qui sont devenus présidents. Voilà, qui sont devenus présidents. Monsieur le Président, est-ce que le rang occupé aujourd'hui, on va parler un peu du basket féminin, le rang occupé aujourd'hui par notre pays, est-ce qu'il est véritablement à l'image du basket féminin international? Non, le basket féminin chez nous a reculé par rapport aux premières années. Gazelle, tout ça, ça a un peu reculé. D'abord, des fois, pour des positions sur le plan social, peut-être pour les problèmes de moyens. Comme je vous ai dit, la suppression des établissements secondaires également. Le sport, a vraiment, au lycée, au collège. Voilà, lycée et au collège a joué vraiment parce qu'il y avait un jour un peu... Oui. Et sur le plan religieux? Oui, je dis encore sur le plan religieux et sur le plan social, il y a toujours des contraintes, mais rien n'interdit la pratique du sport et du basketball de manière générale. D'autant plus qu'aujourd'hui, la pratique du sport est un droit qui est conféré par la loi mauritanienne à tous les Mauritaniens, y compris les femmes. C'est un droit. Alors, on ne peut pas priver de ce droit ces filles, ces garçons qui veulent pratiquer Donc le basket féminin aujourd'hui en Mauritanie, où nous en sommes vraiment? Est-ce qu'il existe? Il existe, oui. Il existe, mais encore à l'état très embryonnaire. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons estimé qu'il fallait repartir au niveau de la base et donc nous intéresser aux jeunes adolescentes. Et avec, comme je vous ai dit, le projet qui est logé au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports pour la prévention des conflits et le dialogue interculturel en Mauritanie, qui est financé par l'Union européenne. Nous avons monté un projet qui a été bien apprécié pour la relance du basket et destiné aux adolescentes, qui représentent à peu près 11% de la population mauritanienne.
et qui, demain, seront non seulement les maires, ce seront les éducatrices, bien sûr, ce seront les économistes, ce seront peut-être les cadres qui vont ce seront les médecins. Et ces femmes-là, ces jeunes femmes-là, il faut leur préparer à leur rôle donc, pour le développement de notre pays. Et vous avez des pinces à la planche, vous pensez que le basket, le sport féminin en général, mais le basket surtout, vous pensez que les jeunes filles vont s'intéresser au basket comme les années 70, années 80? Ça viendra avec le temps. Il y a quelques années, je vous disais, personne ne s'intéressait au sport, même nous les hommes. Et là, je vais vous dire par exemple que j'étais sportif très jeune. Après, je suis parti faire ma formation en Algérie. Je suis revenu après comme directeur de sport. Et j'ai rencontré des parents, des oncles à moi qui me saluaient. Et avec beaucoup de respect, etc. Youssouf, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Et quand je dis je suis directeur de sport, donc les gens se détournent. Et donc le sport n'avait pas d'intérêt, n'était pas bien vu à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est rentré, ça commence à rentrer dans les cultures des Mauritaniens. Les jeunes commencent à aimer le sport. Et les résultats de nos équipes... Je pense que le sport féminin, c'est le contraire. Ah non, le sport... Ça régresse. Ça régresse, ça c'est sûr. Le basket avait régressé. Oui. Le basket même masculin avait régressé. Le basket féminin a régressé. Le volleyball féminin, le handball féminin, ça n'existe plus. Je préfère ne pas en parler parce que je ne suis pas président de la fédération. Ça n'existe plus. Mais je peux vous le dire en tant que cadre du sport. Bien sûr. Alors nous essayons de relancer justement le basketball féminin, mais en commençant par les petites catégories. Donc, où le choc social ou le choc religieux est moins important. Donc ça va nous permettre d'habituer un peu nos populations et puis peut-être de se mettre dans des tenues normales. Dans des tenues normales. Une tenue de basket, c'est une tenue de basket. Où les gens peuvent pratiquer le sport. Les mots là ne sont pas d'accord. Le camp qu'on va organiser au mois de mars, ce sera un camp de basket. Le matin, donc, il y a les fondamentaux du basket. Vers 10 h du soir, donc, il y a des conférences sur les thèmes qui intéressent ces jeunes filles-là, par exemple sur les mariages précoces, sur la scolarisation des filles, donc des thèmes qui les intéressent beaucoup et qui sont d'actualité et qui permettent un peu de les protéger. Et le soir, nous aurons des compétitions. Et elles rencontreront aussi des femmes leaders qui ont réussi dans leur entreprise ou qui ont réussi dans la vie à monter un projet ou qui sont devenus ministres ou pilotes, etc., qui peuvent servir de référence pour ces jeunes filles et les motiver davantage pour leur projet personnel. Monsieur Fall, parmi les objectifs de la nouvelle fédération, il y a naturellement l'organisation régulière des compétitions. Et il se trouve que le championnat prévu pour le 1er février, je crois, a été reporté. Le championnat prévu pour février. Il y a une compétition qui était prévue pour le début du mois de février. C'est le championnat régional. Oui, le championnat régional a été reporté. Je crois que c'est pour des problèmes de procédure. Ils ont demandé au club de remplir des licences, et tant que les licences ne sont pas totalement remplies, je crois qu'on ne peut pas... Mais qu'est-ce que vous attendez? Comment on peut organiser des compétitions si on reporte... Non, nous, par exemple, nous avons organisé le championnat national. Il se déroule en ce moment, on est dans la phase de retour du championnat national. Donc le championnat régional, lui, il a eu du mal à démarrer. Et donc il y a eu des dates qui ont été fixées pour l'établissement des licences. Et certains clubs n'avaient pas encore établi leur licence. Parce que nous avons été stricts cette année en disant nous voulons jouer avec des licences, mais sur la base des dates de naissance réelles. Quand vous dites que vous êtes cadet, vous êtes cadet. Et ça, il faut présenter une carte d'identité ou un document qui dit que vraiment que vous êtes né de telle période, de telle période. Parce qu'on a eu des cas où... Avec le nouveau état civil... Voilà, avec le nouveau état civil, on a eu des cas de fraude où, par exemple, quelqu'un comme moi qui a dépassé la soixantaine, vous voulez le faire jouer... D'ailleurs, on a eu le même problème un peu dans le foot. C'est pour éviter ça. Mais je pense que ça va se régler et que c'est en train d'être réglé pour le 15 prochain. Président, vous êtes connu au niveau international. Alors, est-ce que vous avez aujourd'hui des partenaires dignes de ce nom pour accompagner le basketball mauritanien? Pour l'instant, je crois que comme partenaire, nous avons simplement la FIBA Afrique qui nous aide dans les efforts que nous faisons pour renforcer les capacités de nos cadres, aussi bien sur le plan local que sur le plan de l'étranger. Nous avons du matériel qui est offert également. Parce que, imaginez-vous, nous n'avons pas
sur le marché local des ballons de basket que nous pouvons utiliser pour les compétitions. Qui ne répondent pas aux normes. Il n'y en a pas. Il y a des ballons, je crois, qui sont de très, très, très mauvaise qualité. Vous le gonflez une fois, vous le jouez, et puis ils sont complètement HS. Et donc, la FIBA nous envoie donc, des ballons. Ce sont ces ballons que nous redistribuons au club. C'est des dons ou des... C'est des dons. C'est des dons. Et ils viennent de nous donner aussi un terrain de basketball 3-3, donc avec des tapis, avec le panneau, tout ça que nous allons, qui est d'ailleurs sous douane. Vous tenez à votre équipe à 3 là. Vous allez l'installer où, monsieur le Président? Monsieur le Président, vous allez l'installer où? Nous allons l'installer certainement à la maison de jeunes. La maison de jeunes de Nouakchott. Vous tenez à votre équipe à 3. Oui, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Quand vous avez des budgets entre 12 et 40 millions. Mais c'est pas le basket quand même. Vraiment. Comment ça vous dire que c'est bon, c'est le basket, mais les Mauritaniens aimeraient vraiment voir leur équipe. Vous avez un film à Sahel TV, peut-être que vous verrez bien que c'est du basket. Non, mais j'aime bien, mais je préfère 5 joueurs quand même. Mais ça... c'est quand même plus. Hein? À 5, ça nous semble quand même. Quand nous aurons les moyens et quand nos équipes seront bien préparées, à ce moment-là, nous irons dans les compétitions de basketball à 5. En fait, qu'est-ce que vous projetez déjà par rapport aujourd'hui, aux prochaines compétitions, nationales ou internationales? La prochaine compétition internationale que nous avons, ce sera justement dans le cadre. Vive au moyen, enfin, il faut quand même pas non plus. Bien sûr. Comme on fait son lit, on se couche. Vive au moyen. Qu'est-ce que vous projetez vraiment? Nous, ce que nous projetons, c'est de participer justement au mois de mars à Abidjan à une compétition donc, de 3-3 pour tous les pays africains. Encore le 3-3 de l'Afrique de l'Ouest. Nous ne sommes pas aujourd'hui, honnêtement, nous ne sommes pas prêts pour participer aujourd'hui, par exemple, au championnat d'Afrique avec les équipes que nous avons. Si je vous le dis, ce serait vraiment jeter l'argent. Non, ce serait jeter l'argent par la fenêtre parce que les équipes ne sont pas prêtes. Donc, continuons à travailler. C'est pourquoi dans notre plan stratégique de 2017 à 2020, nous avons dit on n'a qu'à continuer à travailler jusqu'à ce que nos équipes aient un certain niveau. Et tant qu'on n'aura pas ce niveau, personne ne nous aidera. Un sponsor, moi je vois mal un sponsor aujourd'hui mettre de l'argent dans le foot, dans le basket plutôt. Vous voyez, nous sommes tous déformés par le foot. Mettre l'argent dans le basket si nous n'avons pas un bon produit. Et on est en train d'avoir un bon produit. Je pense que d'ici l'année prochaine, encore 2 ans, nous aurons un bon produit qu'on pourra vendre. C'est le président, même si vous n'êtes pas sélectionneur, mais vous devez quand même avoir des également savoir des raisons. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a 10 bons joueurs, 15 joueurs qui peuvent nous permettre de participer, 15 bons joueurs mauritaniens? Une équipe. Oui, on a mis en place un embryon de l'équipe nationale l'année dernière. Ils ont fait des stages, ils sont partis. Des jeunes qui sont partis jouer se préparer un peu avec nos amis sénégalais à Saint-Louis du Sénégal. Ils ont fait des compétitions, etc. Mais je vous dis, aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de participer à une compétition de haut niveau. Nous pouvons aller pour des compétitions amicales, nous préparer, nous pouvons... Oui, amicales, mais avec une bonne équipe. Avec une bonne équipe. Nous avons une équipe qui peut se défendre. Vous avez parlé au début là, de joueurs ou de techniciens mauritaniens qui sont à l'étranger. Ils sont combien? Ils sont où? À peu près... Si je ne me trompe, après, ils étaient 16 ou 17 personnes. Donc, qui évoluent dans leur club. Ils sont en Algérie, ils sont un peu au Maroc, en Tunisie, je pense aussi. En France un peu, mais voilà. En Espagne, on n'en a pas. Au Qatar aussi un peu. Et on n'a pas une basketteuse qui évolue à l'étranger? On a une Mauritanienne, enfin 2 ou 3 Mauritaniennes. Français d'origine mauritanienne, bon, je ne parle pas. Une Mauritanienne, il n'y en a pas? Si, 2 ou 3 Mauritaniennes qui jouent en France. Mauritanienne. Oui, qui joue en France, qui joue, je crois, qu'en Division 1 cette année. En Division 1, et il y en a qui sont au Sénégal. Est-ce que vous êtes en contact avec ces joueurs? Est-ce qu'il est envisagé un jour de les amener pour qu'ils jouent à l'équipe nationale? C'est notre souhait le plus ardent. Au niveau de la fédération, vous avez... nous sommes en contact avec eux, mais le problème, c'est de pouvoir mobiliser ces personnes quand nous devons aller jouer dans une compétition internationale. Donc avoir les moyens d'aller les chercher. Et surtout aller chercher les binationaux, surtout. Aller les chercher, donc ça coûte de l'argent. Eux aussi, ils ont atteint un certain niveau. Donc on ne déplace pas un joueur. Oui, mais si ces joueurs ne jouent pas dans d'autres équipes nationales, non. Ben, certainement ils jouent chez nous. Il y en a qui bien jouer pour le pays. S'ils ont l'opportunité de jouer aussi, par exemple en France, why not? Pourquoi pas? Ça arrive.
Dernière question, parce que mes fait signe là, il n'a plus. Je sais, mais. Dernière. Voilà. Deux dernières questions, allez. Voilà, comme vous voulez. Alors, l'ancien président de la fédération, le général Ndiaga Dia, on ne le voit plus dans le basket. Les relations avec Youssouf Fall sont bonnes. Très, très bonnes. Certains ont cru que je suis venu bouter dehors Ndiaga, mais en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Nous avons de très bons rapports. Mais les élections, c'est des élections. Voilà. Non, j'ai dit encore, si je suis aujourd'hui à la tête de la fédération, c'est par sa volonté. Il le veut. Il le veut. Il a aidé pour que le basket soit pris en charge après son départ, parce qu'aussi il voulait prendre un peu de recul après 20 ans. Il voulait que le basket soit pris en charge par quelqu'un qui s'y connaît et quelqu'un qui va essayer de faire quelque chose pour le basket. Rassurez-vous, je vois Ndiaga très souvent. Et Ndiaga n'a pas quitté le basket, il est le président du comité des stages du basketball mauritanien. Et je crois qu'il y a quelques jours, il était encore au stade où on avait organisé un mémorial pour Feu Kaba. Il vous accompagne financièrement? C'est une autre chose, oui, peut-être, pourquoi pas. Mais vous voulez que je vous dise ce qu'il fait en privé? Non, de toute façon, ce n'est pas lui qui vous accompagne financièrement. Est-ce qu'il y a des gens qui vous accompagnent financièrement? Aujourd'hui, nous avons comme sponsor l'État. Oui. C'est le premier. Si vous avez un mot à adresser aux sponsors Parce que Ndiaga faisait beaucoup sur le basket. Oui, il continue à le faire. Mais non, je parle des sponsors. C'est quelqu'un qui est discret. On ne va pas lui dire, voilà, Ndiaga a donné ceci ou il a fait ça. Non, mais est-ce que vous avez un mot à adresser aux sponsors éventuels? C'est de venir aider le basket, parce que c'est le deuxième sport donc après le football chez nous. Nous avons un potentiel assez important, donc nous avons les chances de. Et ensuite, c'est une activité qui permet de lutter de renforcer le capital santé des jeunes de manière générale, de participer à leur éducation. Et c'est aussi également, peut-être, pourquoi pas, un jour, une possibilité de création d'emplois pour les jeunes. Et il y a des jeunes aujourd'hui qui sont à l'extérieur, qui jouent au basket et qui nourrissent leur famille et peut-être qui aident aussi des familles à vous voulez aussi, il me semble, faire du basketball un vecteur de cohésion sociale et d'unité nationale. En fait, des thèmes qui sont très à la mode. Comment le basket, de manière particulière, le sport, vous, par rapport à votre expérience de plus de 50 ans dans ce milieu-là, comment le basket, il peut aider à la cohésion sociale et à l'unité nationale? Le fait de se retrouver dans une équipe, de partager quelques moments au cours des entraînements, des déplacements, des compétitions, ça renforce les liens entre les personnes. Et le basket, quand vous jouez au basket, vous n'avez pas besoin de savoir est-ce que celui-là il est de telle classe sociale ou de telle autre classe sociale. Est-ce qu'il a de l'argent, est-ce qu'il n'a pas de l'argent. Les gens qui jouent au basket dans la même équipe ont à peu près sensiblement le même niveau. Comme tous les sports, en fait. Comme tous les sports. Sport collectif, c'est. Les liens qui sont tissés entre les membres de cette équipe-là sont très forts. Et ils résistent avec le temps. Ils résistent avec la politique. Ils résistent même aux guerres. Ce sont des liens donc, qui restent pendant trop longtemps, et ça permet également à l'autre de découvrir quelle est la culture, par exemple de Babacar, qui est Wolof, ou quelle est la culture d'Ahmed, etc., qui est de telle région de Mauritanie ou telle autre région de Mauritanie. Et ça permet, comme je vous ai dit, de tisser des liens forts. Et c'est ça d'ailleurs le sens de l'équipe. L'équipe, c'est quoi? C'est mettre en jeu des personnes pour atteindre un objectif. S'il n'y avait pas cette solidarité entre les membres de l'équipe pour pouvoir atteindre l'objectif déterminé, je crois que ce serait difficile d'avoir une victoire, par exemple, pour notre équipe nationale de football ou notre équipe nationale de basket. Ce sont ces valeurs, ce sont ces vertus que le sport enseigne aux jeunes de manière générale et aux sportifs de manière particulière. Monsieur le Président, par rapport aux infrastructures, aujourd'hui, si vous avez une demande à adresser non seulement aux sponsors, mais à l'État, quelles sont les infrastructures que vous voulez faire rapidement, mais mettre en place, mais le plus rapidement possible? Priorité, c'est de refaire les terrains de basket qui sont dans les différentes Moukata à l'intérieur, comme à Bogué, Kaïdi, Zouerat. Dans les lycées, les collèges? Non, dans là où ça existe déjà. Déjà, dans les Par stades. exemple, moi, si j'avais les moyens, le terrain de basket de Sepra qui est une dalle,
en béton, j'aurais fait de telle sorte qu'une couche de bitume soit installée sur la dalle pour permettre de jouer dans des conditions plus ou moins acceptables. Et puis bien sûr, le projet vraiment qui m'intéresse le plus, c'est cette salle de 5000 places qu'il faut... Et le sport scolaire, en fait. Le sport scolaire, ça c'est dans les établissements, et je pense que le ministre de la Jeunesse et des Sports et le ministre de l'Éducation nationale devraient trouver une convention pour que... Et curieux, même dans la loi sur le développement du sport, il était question que chaque nouveau établissement qui doit être construit, qu'on y prévoit les installations sportives. Vous voyez, au point de vue réflexion, au point de vue texte, etc., je pense que notre pays est vraiment en avance. Si vous regardez les textes qui ont été produits ces dernières années, etc., nous sommes en avance. Mais maintenant, c'est dans la réalisation, bien sûr que cela pose problème. Alors, je tiens vraiment à ce que ce projet de salle de 5000 places soit réalisé pour nous permettre d'organiser des compétitions. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas organiser une compétition internationale. Nous ne pouvons pas. Nous sommes obligés, peut-être, pour la préparation de nos équipes, d'organiser simplement des compétitions amicales. Mais aujourd'hui, si on avait cette salle-là, ça nous permettrait d'organiser des compétitions internationales et peut-être même dans les prochaines années d'être moins dépendant de l'État, parce que ça nous permettra de faire rentrer des ressources extra-budgétaires qui vont nous permettre d'accompagner l'État dans son rôle, parce qu'aujourd'hui, le développement du sport incombe à l'État. Et la loi de 2006 le dit bien dans son premier article, c'est à l'État de développer le sport comme il développe la santé, comme il développe l'éducation. Nous, les fédérations, nous sommes simplement délégataires de pouvoir du ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous sommes les tentacules un peu du ministère de la Jeunesse et des Sports pour organiser les activités en basket, en foot et autres. Dans tout ça, où est le rôle donc des médias mauritaniens pour accompagner le basket? Parce qu'aujourd'hui, on sait que sans les médias, vous ne pouvez pas réussir votre mission. Vous savez, je suis de ceux qui pensent, enfin qui croient, qui sont même certains, que si nous avons atteint le niveau de développement actuel au niveau du sport, c'est vrai, ce sont les sportifs. Du foot et dans d'autres disciplines. Nous avons quand même, je vous ai dit, au basket, nous avons eu des résultats. Dans les autres disciplines, au karaté, dans les autres disciplines, nous avons aussi des résultats. Nous avons des médailles qui ont été récoltées par notre sportif. Si nous avons, et l'intérêt aussi que les populations maintenant accordent au sport. Si nous sommes arrivés à ce résultat-là, c'est vrai que ce sont les sportifs qui ont fait le plus gros travail. C'est vrai que ce sont les dirigeants sportifs qui sont travaillés, mais le troisième pied, ce sont les médias. Pour relayer. Ce sont les médias depuis l'action de vos collègues Yarhamou Koulibaly Slimane, Daoul Abdi, ainsi de suite. Donc vous, dans vos projets, par rapport à la communication, qu'est-ce que vous envisagez? Nous, ce que nous souhaiterions, c'est que les médias puissent nous accompagner. Au niveau de la fédération? Dans le reportage des compétitions que nous organisons. Et pour l'instant, je crois que les deux finales que nous avons eues, donc 2017-2018, ont été entièrement couvertes par la télévision de Mauritanie. Nous avions essayé même avec Watania d'avoir à l'époque une convention qui permettrait de couvrir tous nos événements, mais peut-être que ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé, peut-être pour des problèmes financiers. Ensuite, à un moment donné, les médias étaient un peu arrêtés. Mais nous, notre projet, c'est que les médias... Parce que ne vous trompez pas. Si... 2 minutes, Monsieur le Président. Si vous avez votre dernier mot. Nous ne nous trompons pas. Il faut qu'il y ait cette triptyque-là. Les organisateurs, c'est vrai que nous, le sponsor et les médias. C'est ça qui font le sport. Si l'un d'entre eux manque au moyen de la chaîne, on ne peut pas continuer. Parce que le chef d'entreprise qui met son argent veut avoir un peu de visibilité. Et nous, si les matchs ne sont pas transmis, nous sommes ceux qui produisent le spectacle. Nous avons besoin aussi d'être valorisés par les médias. Et les médias ont besoin de nous parce que aussi, ça rapporte. Donc, dernier mot à ceux qui nous gouvernent et aux téléspectateurs par rapport au sport, aux jeunes filles bien sûr, aux jeunes hommes qui s'intéressent au basket. Bien, j'ai simplement... et bien sûr à l'État.
à l'État, je crois que je demanderai peut-être de donner un peu plus d'importance au basketball, d'autant plus, comme l'a dit Khalilou, c'est le deuxième sport dans la stratégie nationale de la jeunesse et des sports, donc pour la période 2015-2020, et accorder donc un peu plus de moyens pour que la fédération puisse réussir son plan de relance du basket, et demander surtout à tous les jeunes Mauritaniens de venir pratiquer le basket, parce que le basket doit être complètement démocratisé. Donc c'est tous les jeunes de Mauritanie qui ont le droit de venir pratiquer le sport, pratiquer le basketball en particulier. Et cela demande, comme je vous dis, encore beaucoup de moyens, des terrains de basket, les moyens, le matériel, mais aussi le financement. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je remercie en votre nom mon confrère Khalilou Diagana, journaliste quotidien de l'Akshot, mon confrère Boubacar Nam de Sahel TV, et je remercie le président, M. Fallou Youssouf, qui, je rappelle, président de la Fédération mauritanienne de basketball. Et je remercie bien sûr ce public adorable, le monde du basketball. Et à très bientôt et au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Restez sur Sahel TV. Merci.